Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission En fait de la télé 3.0 sur la télévision togolaise. Excellente soirée de dimanche à tous. Vous vous installez et comme toujours à mes côtés, Luc et Armel. Eh bien ce soir, il n'y a pas de dame, mais c'est pas grave, ils vont assurer les gars. Bonsoir Luc. Bonsoir Magloire. Bonsoir Armel. Bonsoir Magloire. Et dans cette émission, nous allons parler de la vie chère. La vie chère que tous les Togolais, en tout cas, connaissent. Et pour en parler, nous allons recevoir sur ce plateau M. Freddy Mike Dounia. Il est le chargé de communication de l'Association togolaise des consommateurs. Et toujours dans cette émission, nous allons recevoir l'expert fiscaliste, gérant du cabinet E2A Consulting, ancien commissaire des impôts. Il est avec nous et il sera en tout cas sur ce plateau dans quelques instants, M. Adoye Soravana. Et tout de suite, nous allons recevoir M. Kokoueke Odin, ministre délégué chargé de l'enseignement technique et de l'artisanat. Avec lui, nous allons faire le point du secteur de l'artisanat et on parlera également du marché international de l'artisanat du Togo. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Et vous? Oui, ça va. Merci de vous installer, monsieur le ministre. Et pour terminer en toute beauté cette émission, nous vous offrirons du live avec celui-là qui n'est plus à présenter, le procureur du hip-hop togolais, Eric MC sera avec nous dans cette émission, dans la dernière partie, pour un show live. En fait, la télé 3.0 commence maintenant. Bonsoir à tous. Voilà, en fait de la télé 3.0, l'émission sans filtre. Bienvenue à tous. Luc, bonsoir. Bonsoir Magloire. Ça va? Ça va. Et la semaine? Oui, ça va. Bon, on va parler du week-end, voilà. finalement. Bon, allez. Armel? Oui, bonsoir Magloire. Ça va? Bien, super bien. Vous êtes bien. Arrangé pour partir, laisser les dames. Hein. Non, on leur donne juste le temps de récupérer après le 8 mars et de revenir en force. Voilà. Et très bien. Donc, je le disais tantôt, on va parler vie chère au Togo. Et pour en parler, justement, nous avons avec nous M. Freddy Mike Dounia. Il est le chargé de communication de l'Association togolaise des consommateurs. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous allez bien? Nous allons bien. L'association se porte bien? Elle se porte à merveille. Les Togolais mangent à leur faim? Nous y répondrons en temps opportun. Très bien. Et avec nous, donc, sur le fauteuil rouge, Monsieur Kokoueke Odin, je rappelle, ministre délégué chargé de l'enseignement technique et de l'artisanat. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, mon frère. Vous vous portez bien? Oui, nous allons bien. Et très ravi d'avoir accepté notre invitation. C'est avec beaucoup de plaisir que nous sommes là. Très bien. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. On va parler artisanat tout à l'heure et surtout du marché international de l'artisanat du Togo. Merci. Oui. Voilà. Merci, monsieur le ministre. Merci à vous. Voilà, on démarre avec le tout premier sujet, un sujet qui, en tout cas, doit intéresser tous les Togolais, la vie chère au Togo. Que faire? D'abord, on regarde cet élément signé Samuel et puis on revient sur le plateau. Dans un contexte général caractérisé par la crise sanitaire qui continue d'affecter tous les secteurs économiques des États ouest africains, les citoyens togolais aussi traversent des moments difficiles avec la cherté de la vie suite à la flambée des prix sur le marché. Depuis l'arrivée du coronavirus, à un certain temps, nous avons remarqué que les choses sont chères dans le pays. Bien sûr que nous sommes dans le domaine de la construction. Mais il faut manger à sa faim avant de pouvoir faire ces genres de travail. Mais arrivé à un moment, les choses sont chères. Tu peux aller au marché avec une somme, mais arrivé, tu paies les choses ne sont pas
Vraiment, ça n'encourage pas. C'est maintenant qu'on a besoin de nos dirigeants de nous aider et aussi de subventionner les produits vivriers. Aujourd'hui, la vie est chère ici. Et nous pensons que si le gouvernement subventionne l'agriculture, il y aura suffisamment de denrées pour la population. Sinon, les gens ont faim. On a augmenté les prix sur tous les produits. Tu tiens 1000 francs, tu ne peux rien payer au marché. La situation n'est pas contraire chez les revendeuses. Quand le coronavirus, le Covid-19 est arrivé, on voit que c'est le comble même. Bon, moi, je vends les venus, c'est-à-dire les choses importées. Les choses n'arrivent même plus. Mais nous avons appris aussi qu'on a augmenté le transport, qu'on a augmenté de 1 500 000. Maintenant, difficilement les choses arrivent. Avant, le taxi est plein à l'intérieur. Même il y a des choses qu'on met encore en route. Mais maintenant, je reviens avec peu de choses. Même le derrière n'est pas plein. La clientèle aussi, il n'y en a pas. Avant de vendre une seule chose, que même les prix sont augmentés, mais nous, on fait un effort de revendre les choses au prix ancien. Mais ça ne va pas. Maintenant, à Lomé, tout est devenu cher. Les denrées alimentaires sont chères. Avant, on achetait l'huile à 1000 francs le litre et demi. Maintenant, c'est à 1800. Même la farine de gari qui était à 500 francs est à 1000 francs aujourd'hui. Tout est cher. Rien n'est moins cher. Le maïs, le mil, le haricot, tout est cher. Pour servir aux clients même, nous avons de la difficulté. Quand ils se plaignent de la quantité de la nourriture, mais ça ne dépend pas de nous. Quand nous allons au marché, avant, le bol de maïs était à 500 francs. Et maintenant, c'est passé à 800 et le sac à 45 000. Donc, tout est compliqué. Et pour écraser, tu vas aller écraser le bol à 200 francs. C'est pour ça, nous les revendeuses, nous avons réduit la quantité des aliments. Ça ne nous plaît pas ainsi, mais on n'y peut rien. Si le gouvernement peut réduire les prix, cela va beaucoup nous aider. À qui la faute et qu'est-ce qui doit être fait? Magloire et ses chroniqueurs en parlent sans langue de bois sur le plateau. Voilà, Luc, eh bien, la situation, on la vit tous. On peut comprendre ce qui arrive là? Il faut dire que le phénomène de la vie chère n'est pas le propre du Togo actuellement. C'est un contexte mondial, je pourrais dire, parce qu'il y a plusieurs facteurs qui concourent à cela. Même si on estime que l'État peut faire quelque chose actuellement. Parce que quand nous prenons la situation mondiale, nous savons que la crise sanitaire est passée par là. Aujourd'hui, nous avons la guerre en Ukraine qui passe par là. Nous ne sommes pas sans savoir le poids économique de la Russie dans l'échiquier, sur l'échiquier international. Il y a tout ça qui passe par là. Et pour ceux qui s'informent bien, ils savent que la vie chère n'est pas seulement l'apanage du Togo, ça se ressent dans les pays limitrophes. Maintenant, la vraie question, c'est que fait l'État actuellement pour aider les citoyens à pouvoir s'en sortir? Parce que le coût du baril est très élevé à l'international. Mais jusqu'ici, il n'y a pas d'augmentation, ce qui veut dire que le prix est le même. Maintenant, on cherche à savoir pourquoi est-ce que les prix ont flambé. Je sais qu'entre-temps, le ministère en charge du commerce a fait une descente pour essayer de réglementer un peu les prix, pour voir ces dames-là qui augmentent les prix au niveau du marché, essayer de les réguler un tout petit peu. Sauf que ce n'est pas respecté. Voilà, ce n'est pas respecté parce que la sortie, je crois qu'il y a eu 2 ou 3 sorties et puis ça s'est arrêté là. Mais après, les sanctions n'ont pas suivi, je crois bien. Les sanctions n'ont pas suivi et c'est resté comme tel. Aujourd'hui, les produits que vous achetez à 2 000, vous arrivez au grand marché, les prix ont flambé, c'est parti à 3 500, 4 000 francs. Voilà. Qu'est-ce que l'État fait? C'est vrai, il y a des subventions qui ne sont pas révélées, mais je crois que l'État peut faire mieux. Tu as des idées là-dessus? Oui, puisque, comme je l'ai dit tantôt, le coût du baril a augmenté à l'international. Mais jusqu'ici,
le litre du pétrole ou de l'essence n'a pas augmenté au Togo. Ce qui veut dire que la subvention, elle tient toujours. Oui, mais c'est Elle tient toujours. Même si pas je toujours pense que... suffisant. Oui, Armel. La subvention, elle tient, mais jusqu'à quand? Parce Oui, que- on peut se poser cette question. Ouais, Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Parce que nous sommes sans savoir que tout est lié au coût du pétrole à l'international, que ce soit dans l'agriculture, le transport, tout est lié. Si aujourd'hui le prix du pétrole ou de l'essence augmente, tout va augmenter, ça c'est sûr. Bon, maintenant, que fait le gouvernement? Le gouvernement, en début d'année ou bien en fin d'année, a fait un geste, si je peux le dire. Lequel? Je pense que c'était un prêt sans intérêt sur un an. C'était un geste Et qui en a bénéficié. partiel, qui en a bénéficié. justement, juste les fonctionnaires. Voilà. Je dis Je partiel. crois que ça, on a demandé au secteur privé aussi d'accompagner cette mesure. Bon, le chef de l'État l'a demandé, que le secteur privé aussi accompagne cette mesure. Luc, tu sais très bien que ça n'a pas été fait, ça ne se fera jamais, parce que le secteur privé... Oui, on avance. Oui. Maintenant, le plus grand problème réside en le fait qu'il manque peut-être un peu de communication. Il faut que de temps en temps, que le gouvernement puisse, ou bien le gouvernement puisse sortir, ou le ministère en charge, pour donner quelques éclaircies, quelques explications. Cela permet ou cela contribue à apaiser un tant soit peu la population. Il fut un temps, quelques semaines de cela, il y avait une inflation par rapport au pétrole, à l'essence plutôt. Il y a eu un week-end où le prix était même monté à 1000 francs. Non, c'est ce qui circulait. Par la pompe, bien sûr. Voilà. Par la pompe. Mais le ministre a sorti un communiqué pour calmer tout ça là. Et ça c'est. Donc de temps en temps, je pense que ce serait bien que le gouvernement puisse sortir, faire des sorties, aller sur le terrain comme ça a été fait par rapport au maïs et expliquer ce qui se passe réellement à la population. L'accompagnement du gouvernement, on en a besoin. On a vu le cas en Côte d'Ivoire, au Sénégal, Luc, où au Bénin. l'accompagnement a été assez conséquent. Voilà, peut-être que ça va venir. On attend, le gouvernement reste le gouvernement. Peut-être qu'il y a des tractations en cours, nous on ne le sait pas encore. C'est vrai qu'au niveau de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, des fonds ont été décaissés, on parle de milliards pour soutenir les populations. Mais tout ça là, ça va en termes de subvention. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement togolais aussi peut quantifier la subvention au niveau du carburant et nous sortir le taux. Attention, il ne faut pas faire l'avocat. En tout cas, il ne faut pas faire le commissaire du gouvernement, Luc. Même pas. Et je crois qu'il y a aussi l'ANSAT derrière. On parle du coût de maïs. Je crois que l'ANSAT est en train d'animer sa campagne et que juste après, ils vont essayer de faire de leur mieux pour réguler le marché des céréales. Allez, on a la chance quand même d'avoir M. Freddy Mike. Dounia, je rappelle, il nous vient de l'ATC, l'Association togolaise des consommateurs, l'association qui est censée parler en notre nom. Monsieur Dounia, qu'est-ce que vous faites au niveau de l'ATC, surtout en cette période assez difficile pour les Togolais, pour peut-être amener le gouvernement à agir sensiblement pour que la situation s'améliore? Merci. D'abord, mon premier mot à l'endroit des téléspectateurs, de ceux qui nous suivent, serait de dire merci à la station mère, la TVT, pour l'honneur qui nous est fait de nous mettre devant cet auditoire pour nous expliquer sur nos actions, nos relations avec le gouvernement, ce que nous faisons. Il est souvent dit que quand vous êtes en train de manger, c'est celui qui va à la cuisine, qui sait comment ça se prépare à l'intérieur, et il vous le ramène, vous n'êtes qu'à table. Bien sûr, avant d'aborder le sujet dans son plein, quand on parle de consommation, souvent, la majorité pense que c'est ce que nous ingurgitons et que nous digérons et que nous éliminons. Alors que consommation, c'est un domaine très vaste. Toute la vie n'est que consommation. Même pour venir ici, si on n'a même pas bu de l'eau, si on n'a même pas mangé quoi que ce soit, le fait d'être passé sur la voie goudronnée, c'est déjà une consommation de cette voie. Le feu tricolore qui s'est allumé pour réguler la circulation est une consommation et tous ces paramètres rentrent dans la vie de tous les jours. Très bien.
Donc la consommation est un domaine très vaste et des spécialisations sous certains cieux sont faites. Par exemple, des associations se sont spécialisées dans la défense des consommateurs en aviation. C'est-à-dire vous achetez un billet d'avion, vous faites le voyage, ça n'a pas bien abouti, vous avez fait escale non désirée et autres. Comment est-ce que vous serez défendu, protégé, tout et tout. Mais là n'est pas le plat du jour. Très bien. Mais le cas de l'ATC. Le cas de l'actualité ici, nous n'allons pas nous jeter des roses. On ne va pas danser, s'apprécier. Très bien. La population togolaise a senti, et nous a toujours senti dans nos actions. En début, nous n'allons pas dire que la cherté de la vie a commencé avec la survenance ou bien la survenue de la pandémie. La cherté de la vie a connu son pic avec cette survenance. Sinon, les produits, ça doit coûter, ça coûte cher et les prix doivent augmenter relativement par rapport au panier de la ménagère, au porte-monnaie du fonctionnaire ou bien de la personne qui est dans l'informel. Mais avec cette période Covid et le greffage de beaucoup de situations collatérales, on a senti que faire le repas, le 111, c'est-à-dire un repas le matin, un le midi, un le soir, n'est plus de mise. Le Togolais, parfois, le 111, 111, ouais, c'est une manière imagée de le dire. Le 111 est devenu chez certains le 011 ou bien le 001. C'est-à-dire un seul repas à 16 heures et on recalibre sur demain. C'est déplorable. Dû à certaines choses. La survenance de la Covid aussi a fait fermer les frontières. C'est déplorable. La libéralisation du commerce a donné une ouverture aux commerçants véreux de fixer les prix comme ils veulent. Très bien. Et c'est ce qui a occasionné la descente du marché des autorités et du ministère du Commerce pour taper sur la table et recalibrer. Très bien. Aujourd'hui, la situation, elle est là. La situation, elle est là. Oui, maintenant, qu'est-ce que vous faites à votre niveau, justement? Je l'ai dit d'entrée que nous n'allons pas danser, nous apprécier. Nous avons, en début de la situation, nous avons adressé des courriers à la première responsable du gouvernement pour leur demander de nous recevoir et nous allons exposer la situation. Nous avons discuté. Vous avez été reçus ou pas? Nous avons été reçus. Elle a délégué les ministres de tutelle pour venir nous écouter. Et nous sommes passés chez eux. Nous avons discuté et les retombées, on les attend. La semaine passée encore, nous avons eu à travailler au ministère du Commerce sous l'invitation du responsable des lieux, du numéro 1 des lieux. Et nous avons surtout discuté de la période de la cherté de la vie. La cherté de la vie n'est pas l'apanage du Togo seulement. Comme l'ont dit mes prédécesseurs, nous, tout Togolais, observateurs que nous sommes, nous devons savoir que bientôt, c'est inéluctable, les prix vont augmenter au niveau des carburants. Et quand le prix du carburant augmente, on doit s'attendre à ça parce que presque tous les jours à l'ATC, nous faisons une descente, c'est-à-dire une visite du marché, de la bourse des valeurs et des marchés internationaux par le biais de nos portables, de nos systèmes informatiques. Nous voyons la fluctuation du prix de certains produits. Et on s'y attend, mais ce que nous demanderons en cette période, c'est que le gouvernement fait bien sûr des efforts, mais vivement que les frontières s'ouvrent rapidement pour que le commerce transfrontalier se remette à flot. Parce que ceux qui font l'effort d'importer certains produits spéculent suffisamment. La spéculation, elle est dense. La spéculation, elle est dense et puis beaucoup de personnes en ressortent par rapport au reportage, à l'interview au micro-trottoir que nous avons vu. Beaucoup de choses ont été dites. Beaucoup de choses ont été dites.
Parfois même, généralement, quand on prend 150 francs par exemple, les gens arrivent à manger du haricot avec un peu de farine et tout. Mais actuellement, les grains de haricots peuvent être comptés dans le bol. Vraiment difficile. Luc, une question? Oui, c'est vrai qu'il a essayé d'aborder une partie de ma préoccupation, c'était de savoir, avec le tableau que vous venez de peindre, en tant qu'ATC, Association des consommateurs, qu'est-ce que vous proposez concrètement? C'est vrai, vous avez eu des séances de travail avec le gouvernement, avec des membres du gouvernement concernés. Qu'est-ce que vous proposez concrètement ou qu'est-ce que vous avez proposé concrètement au gouvernement qui peut permettre aujourd'hui à la population d'attendre des résolutions fermes pour atténuer cette vie chère-là? Non, atténuer, bien. Face au gouvernement, nous avons dit beaucoup de choses. Par exemple, nous avons parlé de l'augmentation drastique du prix des passages au point de passage. Par exemple, si, d'une manière imagée, l'INAM nous vient de la région de Bassar, et pour de Lomé à Bassar, on doit passer par au moins 4 péages. Et le péage est calibré par rapport à l'essieu, aux essieux du camion de transport. 4 essieux, 5 essieux, c'est-à-dire le nombre de roues sur le flanc. 5000, 4 passages pour aller là-bas. Ça fait déjà 20 000 à l'aller et au retour 20 000. Tous ces frais sont reversés sur la location que la bonne dame a faite du camion. Donc, la bonne dame aussi ne vendra jamais à perte. Oui, elle fluctue. Vous avez eu à discuter avec les membres du gouvernement. On a eu à discuter. C'est pourquoi nous avions demandé à ce que les frais de passage au niveau des points de péage soient revus à la baisse. Oui, mais qu'est-ce que vous faites pour amener le gouvernement justement à revoir cela? Parce que les simples discussions ne personne n'ira. Nos associations de défense des consommateurs, personne n'ira tenir le col de qui que ce soit au gouvernement. Les gens s'attendent souvent à ça, qu'il y ait une opposition. Oui, parce que souvent vous reprochez de vous limiter juste au communiqué et autres. Non, voilà. Les associations de consommateurs sont des associations apolitiques et à but non lucratif. Ils ont le pouvoir de dénonciation, ils n'ont pas de pouvoir de coercition. C'est là la différence. Les gens accusent, mais il faut bien comprendre avant de porter des accusations. Donc, nous faisons du lobbying, nous faisons des discussions, nous essayons de faire comprendre la situation aux autorités. Et nous leur demandons poliment de voir à ce que même le plus démuni de la frange de la population ait au moins le minimum dans son plat. Très bien. Oui. On a la chance d'avoir un ministre sur ce plateau, Monsieur Kokou-Eke Odin, ministre délégué chargé de l'enseignement technique et de l'artisanat. Monsieur le ministre, chez vous, c'est le 111, c'est le 101 ou c'est le 001? Ah, non, ou c'est le 1111. Merci beaucoup. Nous souhaitons que ce soit pour tous les Togolais et Togolaises le 111. Très bien. Tous ceux qui vivent au Togo, parce que c'est la nature qui a créé l'homme et c'est fait qu'on doit pouvoir prendre quelque chose le matin, à midi et le soir. Mais des fois, vous pouvez même l'avoir et ne pas avoir le temps aussi pour manger. Non, ça c'est une autre situation. Donc, et puis, vaut mieux l'avoir et ne pas avoir le temps de manger. Non, actuellement, nous pouvons reconnaître que la vie chère est là. Et des efforts se mènent par les familles et par chacun de nous. Le gouvernement également fait des efforts. Mais vous savez, pour prendre une décision au niveau au sommet de l'État, il faut l'analyser, l'étudier. Sinon, vous pouvez tenter de régler un problème et créer deux. Raison pour laquelle, quand la situation arrive, le gouvernement prend le temps pour prendre les justes mesures pour ne pas créer un problème plus grand que ce qu'il est en train de régler.
La vie chère aujourd'hui est due au fait que nous sommes dépendants. Le pays est dépendant de beaucoup de choses qui viennent de l'extérieur. Si nous étions producteurs de pétrole, nous pourrons dire, comme c'est nous qui produisons, nous faisons ceci, nous bloquons le prix à ça. Mais étant donné que nous achetons à l'international, dès que ça change là-bas, ça change ici. Puisque ceux qui nous livrent, ça va augmenter. Et quand ils augmentent, nous n'avons pas de choix que d'augmenter. Tout comme la bonne dame qui vient de parler, qu'elles achetaient le maïs à 500 francs. Maintenant, c'est parti à 800. Il faut aller moudre à 200. Le tout fait 1000 francs. Et elle ne peut plus faire le même volume, le même poids comme avant. Oui. Mais le gouvernement fait des amortis. Les amortis, par exemple, au pétrole, c'est monté. Tout le monde sait que c'est monté partout, même au Bénin ici, c'est monté. Mais actuellement, le gouvernement supporte. C'est pour éviter d'augmenter encore des problèmes à la vie chère que nous avons déjà. Très bien. Mais il faut reconnaître que les moyens du gouvernement ne sont pas indéterminés. Vous commencez une année, vous avez un budget pour l'année. Vous n'avez pas prévu ça. Ce qui est arrivé actuellement, la guerre en Ukraine, la Covid même n'était pas prévu, donc c'est des imprévus. Alors que vous avez programmé le développement. Vous avez programmé arranger les pistes, travailler au niveau des hôpitaux, arranger les écoles, ainsi de suite. Et paf, une situation vous tombe dessus et vous êtes obligé de gérer la situation. Mais vous ne pouvez pas arrêter les autres actions aussi. Parce que si vous arrêtez, c'est encore pire. Et donc, c'est dans ces contextes que le gouvernement agit, analyse, écoute la population et détermine un programme. Pour régler la vie chère, ce serait un programme. Et je suis sûr que le ministre qui est en charge de la consommation locale, le ministre des Finances, ils ont déjà eu à faire des séances de travail ensemble. La consommation ne se situe pas seulement dans le manger, comme il venait de le dire. Il faut continuer par aller à l'école, il faut continuer par aller au service. Les pneus des véhicules, des motos, des vélos, tout ça là, c'est la consommation. Que faire pour que tout cela puisse être tenu? Justement. Que faire pour que les soins aussi ne chutent pas? En même temps que les autres montent, c'est évident que les médicaments aussi La peuvent bonne question, monter. c'est celle-là. Que faire? Que faire? Ouais. Donc l'autorité, le gouvernement est en train de réfléchir. À chaque situation, aucun père de famille ne peut voir ses enfants souffrir sur terre. Donc la vie chère est reconnue par le gouvernement. Les réflexions sont en cours. Des actions ont été menées. Tout dernièrement, il y avait les EV qui n'avaient pas perçu avant leur novicie qu'on a rappelé pour accompagner. Vous savez, la vie, c'est la circulation de l'argent. Si vous n'injectez pas l'argent, s'il n'y a pas l'argent qui circule, quelqu'un vient de dire que les prêts d'un mois, là, d'un an, qui a été accordé, c'est pour les fonctionnaires, oui. Près d'un mois d'un an, sur d'un an. Ah. Oui. Près d'un mois payable sur un an. Un an, oui. Vous savez, si le fonctionnaire n'a pas pu payer son loyer, celui qui avait construit la maison là ne peut pas payer l'école de son enfant. Ça fait un autre problème. Ouais. Si celle qui va au marché, les enfants ne sont pas allés manger, celle-là aussi aura des problèmes. Voilà pourquoi, à un moment donné, l'État injecte de l'argent par une voie donnée pour permettre que l'argent circule. Très bien. Si c'est qu'aujourd'hui, nos pays avaient leur propre monnaie, c'est là où on agit sur la valeur de la monnaie. Vous agissez sur la valeur de la monnaie et vous allez concurrencer les autres. Maintenant, ce que moi je voudrais proposer, ce que je sais que nous devions faire, c'est que nous puissions produire plus. Que nous puissions prendre conscience que si nous ne produisons pas, nous ne pourrons jamais éviter ces conséquences néfastes-là. Et si nous produisons, nous devions transformer. Parce qu'il y a des cas où ce que nous produisons, dans beaucoup de cas, c'est transformé à l'extérieur. Ça nous revient plus cher. Et c'est sur ces actions-là que l'État est en train d'agir. C'est l'exemple de la PIA, la plateforme industrielle. Nous allons transformer beaucoup de produits ici. Donc,
nous allons progressivement éviter ces chocs extérieurs sur le développement de notre pays. Très bien. Notre ami a parlé de péage. C'est un serpent à double tête. Parce que si vous avez une moto et que la voie est mauvaise, la crevaison que vous aurez va vous créer plus de problèmes que de payer 500 francs. Parce que ça va vous donner d'abord du retard pour le service. Vous allez acheter le pneu. Donc, c'est un serpent à double tête. Et le Togo a choisi d'offrir de bonnes routes. Et vous allez voir même que si aujourd'hui on réduit même le péage, ce n'est pas le Togolais qui gagne plus. Parce que ceux qui utilisent plus la route, ce n'est pas nous. C'est les gros porteurs. Et donc, des fois, il arrive que le Togo finance plutôt d'autres pays. Si nous prenons le cas du pétrole, si le Togo reste sur ce prix, tous les gros véhicules qui arrivent ici prennent le pétrole. Donc, la subvention du Togo sur le pétrole est ramassée par ces gros véhicules. Bon. Donc, vous voyez une situation. Donc, on calcule tout cela. Est-ce qu'il faut garder la subvention ou bien changer et faire autre opération pour le peuple togolais? Merci, monsieur le ministre. Voilà comment ça se passe. Très bien. Merci pour cet éclairage, monsieur le ministre. Monsieur Freddy, en tout cas, merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Mais avant de partir, on a en tout cas compris la position de l'ATC. Et vous avez certainement, voilà... Nous sommes toujours dans le lobbying, les discussions. Très bien. Juste pour trouver le juste milieu, comme l'a dit le ministre. Oui. Donc, merci que la population comprenne que nous n'avons pas les bras croisés, que les responsables du pays aussi ne l'ont pas et que nous faisons l'effort. À chaque jour qui passe, nous faisons l'effort. Même sur le plan de la téléphonie récemment, nous avons eu une séance de travail à l'ARCEP au niveau des deux prestataires de services de téléphonie, ce qui a amené des résultats et chacun le constate. Très bien. Merci beaucoup. À vous, monsieur Freddy Mike Dounia, je rappelle, chargé de communication de l'Association togolaise des consommateurs. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci Je vous en prie, c'est nous qui vous remercions. Très bien. Monsieur Freddy Mike, nous recevons monsieur Togbe Romuald. Il est le délégué général au niveau de CIFOP Tocoin, puisque nous sommes accompagnés cet après-midi par les étudiants de CIFOP. Et merci donc à tous les étudiants, en tout cas à tous ces étudiants de CIFOP qui sont là pour nous accompagner. Et monsieur Romuald Togbe, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ça va? Ça va bien. Très bien. Super. CIFOP Togo, vous voulez bien nous présenter votre école, votre institut? Ok, CIFOP, au début, c'est un centre d'informatique, de formation professionnelle. CIFOP dans beaucoup de domaines, bon, dans le BTS, le BT, l'information modulaire. Okay. Et aussi, nous avons un site à Agoué qui est sur le lycée, la formation technique G2, G3. Ok. Donc, c'est pour ça. Agoué et puis Tocoin, c'est ça? Oui, bon, il y a d'autres sites aussi. Sites? Non, il y a des sites dans l'intérieur du pays, à Sokoré, Bassa aussi. Et qui sont acceptés au niveau de CIFOP Togo? Oh bon, ici à Tocoin, c'est les bacheliers pour le niveau BTS. Et le BT, c'est ceux qui ont le BPC. D'accord. On va beaucoup plus parler culture. Vous organisez la semaine de l'étudiant, hein? Une semaine dénommée No Stress. Oui, comme le nom le dit, la semaine No Stress, donc c'est pour évacuer le stress. Donc là, le programme est prévu sur le 6, 7 et 8 avril prochain. Donc déjà le 6, dans la soirée à partir de 15h, nous avons un match qui va opposer les BTS 1, BTS 2, les modulaires et les anciens de l'établissement. Donc ça va se discuter sur le terrain de Tocoin Solidarité à côté de nous là-bas. Très bien. Le jour prochain... L'accès est... Oh, l'accès est libre. Donc, ok, très bien. le 7 avril, donc, dans la soirée, ou bien, bon, bien avant la soirée, dans la matinée, nous avons un concours d'art culinaire donc, qui va opposer les BTS 1, les BTS 2 et les modulaires. Donc, on aura choisi un seul plat qui serait préparé par les 3 filières
Et quel plat est prévu déjà? Bon, le plat n'a pas encore été choisi. D'accord. Les membres du jury ont été déjà choisis. Vous voulez en venir? Ok. Donc, les membres du jury auront à déguster le plat et à délibérer à la fin. Un bon jury. Oui, ok. Bon, donc, ce jeudi, le 7, alors, dans la soirée, il y aura une élection de la Miss IFOP. Et donc, vous êtes tous invités à venir voir. Ça, on viendra, même sans invitation. Même sans un jury. Donc, après la Miss, il y aurait un jump dans l'établissement. Ok. Et le 8 avril, qui est un vendredi, dans la soirée, nous avons un dîner de gala qui se tiendra sûrement à l'hôtel du Golfe, au Grand Marché. Là. Bon. C'est D'accord. lourd. Oui. Bon, donc... Vraiment, nous stress. j'attends mon passe pour le dîner gala. On attend nos passes. Ah, ok. On attend nos passes. Très bien. Bon, ce qu'on va faire, on va laisser un ou des contacts pour ceux qui veulent s'informer, continuer par s'informer par rapport à tout ce programme. Oui. Il vous suffit de contacter le 22 22 11 30, qui est le secrétariat du site de Tocoin ici. Vous aurez toutes les informations. Ah, très bien. Donc, simple. Le 22 22 11 30. Pour avoir toutes les informations voilà, sur l'école et puis surtout cette semaine, nos stress. Très bien. Monsieur Togbe Romial, délégué général, merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Et derrière lui, nous allons parler fiscalité avec l'expert justement fiscaliste, gérant du cabinet E2A Consulting, monsieur Adoyi Essor Havana. Et juste vous rappeler que nous sommes toujours sur ce plateau avec monsieur Kokweke Odin, ministre délégué chargé de l'enseignement technique et de l'artisanat. On va aussi parler artisanat dans quelques minutes. Vous restez bien scotchés et n'oubliez pas, surtout la dernière partie de l'émission avec Eric MC en live dans On fait de la télé 3.0. Empreinte by Zara Shop est un espace spécialement dédié à l'originalité. Tout pour l'habillement, des chemises aux costumes, passant par les chaussures et tous les accessoires de mode, le tout de marque Zara, toutes tendances confondues, hommes, femmes et enfants. By Zara Shop vous accueille dans son cadre réservé uniquement aux habits pour hommes. Vous y trouverez des costumes vestes complets et en demi-saison de marque Del Papo, des chemises café coton et vous n'aurez que l'embarras de choix. Nous mettons à votre disposition des chaussures de différentes marques avec des finitions exceptionnelles, accompagnées de leurs accessoires pour ceux qui veulent de la haute couture. Tout ceci est disponible et à prix imbattable grâce à la marque BCBG Max Azria. Le glamour s'offre à vous, s'exprime avec force et puissance. Zara Lomé, l'empreinte de la différence. Voilà, toujours avec vous sur la première. Et maintenant, nous recevons monsieur Adoyi Essor Havana, expert fiscaliste, gérant du cabinet E2A Consulting et ancien commissaire des impôts. Voilà. Merci beaucoup à vous. Bonsoir, monsieur Adoyi Essor Havana. Bonsoir, Mangloire. Vous allez bien? Très bien. Très heureux d'être avec vous. Le plaisir est partagé. En tout cas, il est plus immense pour nous. Bonsoir, monsieur le ministre. Merci d'avoir accepté donc l'invitation. Merci d'être là. Vous allez bien? Très bien, très bien, très bien. Voilà. Je suis heureux d'être avec vous cet après-midi. Il y a l'occasion de suivre cette émission. Je n'ai pas pensé qu'un jour je pourrais être avec vous. Ah. C'est fait. Donc c'est avec plaisir que je suis Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Adoyi Essor Havana. On va parler fiscalité, on va parler entrepreneuriat, si vous voulez bien. Et déjà, vous avez créé le cabinet E2A Consulting. Pourquoi? Oui, bon, c'est une belle question. Hein. Vous savez, je suis un inspecteur des impôts. J'ai eu la chance d'être un cadre de l'administration fiscale pendant toute une trentaine d'années. Et j'ai occupé aussi le poste du commissaire des impôts, le premier commissaire des impôts. Des impôts, oui. Grâce à la mise en place de l'Office togolais des recettes. Vous savez, la fiscalité, c'est une matière, quand on l'aime bien et quand on développe une certaine expertise, on ne peut pas accrocher facilement.
Donc, en créant le cabinet des consulting, c'est toujours pour nous d'apporter notre contribution au développement de notre pays. En ce qui concerne l'assistance des opérateurs économiques. Vous savez, le système fiscal togolais, il est déclaratif auto-liquidé. L'entreprise elle-même qui met en place un système de gestion comptable. À la fin, c'est elle qui doit aussi mettre en place un système de gestion fiscale pour calculer l'impôt et aller payer. Alors, ce qui reste à l'administration fiscale, c'est le contrôle. Alors, en assistant les entreprises, c'est pour les aider à calculer le juste impôt et à aller payer le juste impôt. Notre ambition seconde, c'est de continuer par coacher les administrations fiscales. Vous savez, l'OTR, c'est vrai, l'OTR a atteint sa maturité, mais la fiscalité étant une matière très révolutionnaire, il va sans dire qu'il faut toujours que nous accompagnions les agents qui sont assez jeunes en ce qui concerne la formation. Voilà. Au-delà de cela, vous savez que le défi de la fiscalité internationale est de mise. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'économie numérique. Il va falloir quand même voir dans quelles conditions l'administration fiscale togolaise et les associations fiscales africaines pourront capter les revenus en ce qui concerne cette... voilà, c'est ça qui nous a amené à mettre en place ce cabinet pour continuer par développer notre expertise et puis la mettre à la disposition de la jeunesse. Vous avez beaucoup à apporter. Oui, en effet, nous avons beaucoup à apporter. Oui, et justement, quelle est votre cible Oui, la cible, comme j'ai dit dans mes propos, c'est d'abord les opérateurs économiques, les administrations fiscales, les gouvernants. Et puis aujourd'hui, on parle des collectivités territoriales au Togo. Il va falloir les aider à mettre en place une bonne politique fiscale locale pour leur permettre de collecter assez de revenus pour le développement de leur collectivité. Très bien. Et il y a une chose, il y a beaucoup de problèmes au sein des entreprises, surtout chez nous ici au Togo. Pensez-vous que, en tout cas, ces entreprises ont besoin de vos services? Absolument. Vous savez, en matière de conseil, en matière d'expertise, de telle façon, en toute modestie, nous pouvons dire que nous sommes l'un des meilleurs experts fiscalistes. Toute modestie. Nous sommes l'un des meilleurs experts fiscalistes. Alors, nous nous sommes dit pourquoi attendre que des cabinets sérieux viennent conseiller nos entreprises? Pourquoi attendre que des cabinets sérieux viennent conseiller l'administration fiscale? Pourquoi attendre que des cabinets sérieux viennent concerner le gouvernement et les maires? Nous nous sommes dit qu'il faut que nous continuions notre contribution, comme je l'avais dit tantôt, au développement de notre pays. Oui. Très bien. Et vous avez évoqué le gouvernement tout à l'heure. Aujourd'hui, on sait, le gouvernement, par sa politique de promotion des jeunes entrepreneurs, beaucoup de jeunes créent leur entreprise au niveau du CFE. Mais comment pensez-vous orienter justement ces jeunes? Oui, vous savez, c'est une bonne chose que les jeunes créent. Et c'est pourquoi je salue l'initiative du gouvernement la dernière fois au niveau de l'Université de Lomé. L'agence universitaire francophone a installé un cercle qui va essayer d'orienter les jeunes en ce qui concerne leur cursus pour qu'au finish, ils deviennent eux-mêmes leur propre employeur. Donc, la création d'une entreprise nécessite d'abord ce qu'on appelle une vision. Il va falloir qu'on aide les jeunes à avoir une vision. C'est ce qui manque au niveau des jeunes. Et puis, en plus de cela, il faut qu'on leur donne les idées en ce qui concerne le financement. Vous savez, aujourd'hui, au niveau de notre pays, il y a toutes les structures de microfinance qui sont là pour aider les jeunes à leur début. Il y a aussi les banques lorsque l'entreprise fait assez du progrès. Et puis aussi, il va falloir que les jeunes pensent toujours à risquer. Ce qui embête au niveau de notre pays, ne pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur des échecs. Il faut quand même accepter échouer. Il n'y a personne qui, même les grands entrepreneurs du monde entier, avant d'arriver à ce niveau, c'est qu'ils ont fait face aux défis. Il va falloir que les jeunes acceptent les défis, affronter les défis. En dehors de cela, il va falloir que les jeunes acceptent de se regrouper. Mais l'individualité en la matière n'est pas quand même gage de réussite. Il faut accepter de mettre les savoirs, et puis je crois que les savoirs et puis l'énergie, aussi bien que les moyens pour mettre en place les entreprises. Et puis, vous savez qu'au Togo, le gouvernement, avec à sa tête son excellent M. Faure Gnassingbé, a décidé d'accorder 30% des marchés publics aux jeunes entrepreneurs. Je me dis que c'est une belle occasion. C'est effectif? C'est effectif. Oui, très bien. Je me dis que les jeunes doivent saisir cette occasion vraiment qui est
En tout cas, nous on les envie et en notre temps, si on avait ça, je suis sûr que si on avait ça très vite, on devait être des entrepreneurs. Mais il faut toujours saisir l'occasion. Puis aujourd'hui, vous savez, dans le cadre du plan national de développement, le chef de l'État, dans son ambition programme, dit que le PND va créer 500 000 emplois. Mais il dit aussi que c'est le secteur agricole auquel il fait beaucoup plus allégeance. Aujourd'hui, il faut que les jeunes se disent que le secteur agricole aussi, c'est un domaine qu'ils doivent faire des efforts pour pouvoir explorer parce que c'est un domaine qui crée beaucoup de chaînes de valeur, de la production, de la transformation, de la commercialisation. Et puis, chacun, à son niveau, pourra quand même tirer des avantages en la matière. Mais il faut aussi les conditions. Oui, justement. D'abord, il faut avoir l'initiative. Les jeunes, j'ai constaté que les jeunes, quand on parle de l'agriculture, ils fuient. Aujourd'hui, avec les conditions qui sont mises en place par le gouvernement, l'on peut être un grand agriculteur sans aller se baisser avec la houe. Il suffit seulement d'avoir des initiatives. L'agro-business, voilà. Il faut quand même que les jeunes y pensent. La politique agro-pastorale. Aujourd'hui, je me dis, à chaque fois quand la Tabaski s'approche, je me dis, mais pourquoi c'est pas nous, les Togolais, qui allons manger les moutons produits par les Togolais? Il faut toujours attendre que les Syriens envoient. S'il y a un moment, il y a coupure de pont quelque part. Comme à Makpapé entre-temps. Comment nous allons faire? Voilà. Donc, je crois que quelque part, c'est des idées. Voilà. Aller à l'école, c'est une bonne chose, mais mettre au profit ce qu'on a appris à l'école pour pouvoir créer des situations entrepreneuriales, c'est très important. Très bien. Super. Pour la suite. Oui, on a compris que c'est plus une question de partage d'expérience, de connaissances avec la jeune génération. Moi, ce que j'aimerais savoir, quel est le secret pour devenir un bon fiscaliste? Parce qu'on comprend que vous maîtrisez votre domaine, vous avez l'art de la fiscalité. Quel est le secret que vous pouvez livrer à la jeune génération ou ceux qui ont envie d'être comme vous, de faire comme vous pour réussir? Vous savez, lorsque quelqu'un embrasse le métier de la fiscalité, il faut d'abord qu'il se dise que c'est une matière qu'il faut qu'il aime. Parce qu'elle fait appel à beaucoup de connaissances. On dit que c'est la matière des matières. Un bon fiscaliste doit être un bon comptable, un bon gestionnaire. Il doit être un bon sociologue. Il faut qu'il soit aussi un très bon juriste. Ah oui, sinon, c'est la matière des matières. Voilà. Ce qui fait que, vous savez, c'est une matière qui fait tomber beaucoup de cheveux. Hein. Vous avez plus de cheveux que ça. Vous en avez plus que ça? Oui. Ça fait tomber beaucoup de cheveux. Pourquoi? C'est parce qu'elle est révolutionnaire. Elle n'est pas statique. Chaque année, la loi de finances vient modifier les dispositions du Code général des impôts. Vous savez, la loi de finances 2022 est venue apporter des innovations en ce qui concerne le Code général des impôts. Notre cabinet même avait organisé un séminaire à l'intention des opérateurs économiques pour leur apporter la nouvelle. Donc, au même moment où on parle d'une loi de finances nouvelle, il faut toujours regarder dans le rétroviseur parce que lorsque vous êtes un agent des impôts, dans la mesure où l'administration fiscale a le droit de contrôle, vous allez aller contrôler. Nous sommes en 2022, il faut aller contrôler 2021, 2020, 2019, 2018, 2017. Voyez-vous? Alors, ces dispositions-là, vous devez aussi les connaître. Donc, de temps en temps, il faut quand même que l'agent des impôts, celui qui veut devenir expert, il faut qu'il mette assez de temps pour sa propre formation. Il faut se documenter. Il faut faire fi des situations de corruption. Sinon, vraiment, vous n'allez pas vraiment aboutir à ce que vous attendez. Il faut en faire un métier. Voilà. C'est un métier. Voilà. Vous en faites un métier, alors c'est comme un cordonnier, c'est comme un artisan qui fait des efforts pour améliorer la qualité de ses œuvres. C'est comme ça aussi la fiscalité. Elle fait appel à beaucoup d'abnégation. Comme un journaliste. Oui. Voilà. Comme un journaliste. Armel, monsieur l'inspecteur, j'aimerais juste avoir quelques conseils. Que conseillerez-vous à un jeune Togolais qui vient d'entreprendre, qui vient juste de créer sa structure, qui vient d'avoir sa carte CFE? Parce qu'on sait que quand le plus gros poids, c'est quand on crée sa structure et qu'on commence par exercer, automatiquement, il y a des charges fiscales et autres qui viennent peser. Non, au Togo, nous ne sommes plus dans cette situation. Le gouvernement a essayé, pour ne pas dire le législateur fiscal, a essayé de défiscaliser la création de l'entreprise. Au niveau de la création, la taxe fiscale égale à 0. Voilà. Au début, il y a les 2 premières années de son existence, un jeune entrepreneur peut être exonéré de la taxe synthétique, on appelle taxe professionnelle unique. Donc, tout le long de la vie de l'entreprise, il y a des situations concernant, par exemple, le centre de gestion agréé. Si vous ne pouvez pas mettre en place, vous ne pouvez pas recruter vous-même un comptable
il y a un centre de gestion agréé au sein duquel le jeune entrepreneur peut aller loger la gestion comptable et fiscale de son entreprise, voilà, ça, à moindre coût. Donc, et puis aussi, il y a, comme je l'avais dit tantôt, il y a les microfinances qui sont là pour pouvoir accompagner. Et puis, le ministère du Développement, à la base, en fait beaucoup. Hein. Moi, je suis très jaloux quand je vois des jeunes entrepreneurs. Aujourd'hui, on dit qu'il y a tel jeune entrepreneur qui a bénéficié de tel fonds de financement. Mais je me dis, alors, les autres, qu'est-ce qu'ils font? Il faut saisir des occasions parce que les jeunes, je me dis que quand vous voyez votre frère qui bénéficie de ça, dites-vous que vous aussi, lorsque vous entreprenez, vous allez bénéficier de la même situation. Très bien. Voilà. Très bien. En termes vraiment clairs, vous êtes, oui, expert fiscaliste. Dites-nous, c'est quoi l'importance de la fiscalité dans la vie socio-économique d'un pays? Oui, la fiscalité, d'abord même, qu'est-ce que c'est que la fiscalité? C'est l'ensemble des règles et puis des lois mises en place par l'État, par un État pour lever les impôts. Ouais. Alors, vous savez, c'est par rapport à la fiscalité qu'on essaie de collecter les recettes fiscales douanières et puis les recettes fiscales intérieures. On appelle fiscalité de porte, la fiscalité douanière et la fiscalité intérieure. C'est ce qui concerne les impôts et taxes, notamment l'impôt sur les sociétés, la taxe sur la valeur ajoutée et puis l'impôt sur le revenu sur les salaires et puis sur les bénéfices et ainsi de suite. Alors, vous savez, notre pays n'est pas un pays essentiellement qui a beaucoup de ressources minières. Aujourd'hui, les premières ressources minières du Togo, c'est les recettes fiscales. Vous allez voir que dans le budget, les recettes fiscales occupent la plus grande place. Voilà. Donc, c'est pour dire que la fiscalité est une occasion pour tous les pays d'engranger des recettes. Aujourd'hui, avec la venue de la pandémie au coronavirus, où tous les pays ne peuvent que compter sur eux-mêmes, voilà. Je donne un petit exemple. Il y avait quelques années au niveau des Émiratis, il n'y avait pas l'impôt sur la consommation, il n'y avait pas de TVA. Mais entre-temps, le coût du baril a baissé, il est descendu à moins quelques dollars. Ça fait que très rapidement, les Émiratis ont mis en place la taxe sur la valeur ajoutée. Donc la fiscalité donne au gouvernement les recettes pérennes. Voilà, c'est conséquent. Si vous mettez en place une bonne politique fiscale, vous pourrez arriver à atteindre les objectifs financiers que vous fixez. Et puis au Togo, vous savez, avec la mise en place de l'Office togolais des recettes, voilà, qui a été mis en place par le chef de l'État pour maximiser la collecte des recettes fiscales. Vous allez constater que depuis que l'autorité a été opérationnelle en 2014, d'année en année, c'est des progrès. En tout cas, c'est quelque chose qui appelle à faire copie au niveau des autres pays, parce que nous sommes le pays de l'UMOA qui a réussi à atteindre, même dépasser le taux de pression fiscale, qui est fixé à 20%. Donc, ceci étant, c'est toute une question de vision des gouvernants. Et le chef de l'État a eu cette belle vision. Je crois qu'au niveau de notre pays, nous pouvons dire que les recettes fiscales nous aident à faire beaucoup de choses, à faire la croissance économique de notre pays. Très bien. Monsieur Adoyi, lors du lancement de votre cabinet, dans votre interview, vous aviez parlé de l'accompagnement des jeunes à la réussite. Est-ce là la continuité de cet accompagnement que vous illustrez dans votre recueil du brin à la graine? Oui, mais merci. C'est vrai que aujourd'hui, je peux dire facilement que je ne suis pas seulement expert fiscaliste, je suis aussi écrivain. Ouais. Voilà, et je rends grâce à Dieu pour ça. Parce que pour écrire un recueil de poèmes, ce n'est pas aisé. J'ai essayé de tenter à plusieurs reprises, mais à un moment, j'ai dit, mais il faut que je finalise. Et le 26 février dernier, j'ai fait la dédicace de l'œuvre. Voilà, mon recueil de poèmes du brin à la graine s'adresse beaucoup plus à la jeunesse parce que nous disons que quelque part, le temps moderne ne permet pas, nous les parents, de nous occuper vraiment de nos enfants à la maison. Le stress, nous quittons tôt, on rentre tard. Même la femme du grand marché aussi, ce n'est pas aussi aisé. Alors, vous avez constaté que l'utilisation des TIC, des techniques d'information de la communication aussi, quelque chose qui empêche les jeunes à prendre les bons chemins pour réussir dans la vie. Et ceci étant, lorsque nous rencontrons les jeunes, que ce soit professionnellement et puis au plan politique et puis au plan sportif, nous nous rendons compte que quelque part, il y a quelques ratés. Puisque nous-mêmes, nous sommes parents. À la maison, vous constatez, lorsque vous discutez avec votre enfant, vous constatez que quelque part, il y a quelques ratés. Les jeunes ont comme l'impression que la vie est facile. Voilà, à travers
cette œuvre du brin à la graine, nous avons voulu donner des repères. Parce que pour moi, tout choix que l'on fait, c'est une vie. Il y a la vie et tout choix que l'on fait, c'est une vie. Alors pour réussir chaque vie, il faut quand même avoir des repères. Alors donc dans notre œuvre du brin à la graine, nous avons à chaque situation, on enseigne aux jeunes, le courage, la persévérance, l'amour de sa patrie, l'effort, la réussite, voyez-vous, l'amour du prochain, le travail bien fait. Voilà, ce sont des expériences que nous avons vécues et que nous avons voulu mettre. Et puis, elle ne s'adresse pas seulement à la jeunesse. Parce que quelquefois, quand moi-même je me relis, je me dis, mais j'ai besoin même de mon œuvre que j'ai écrite pour pouvoir continuer à éduquer mes enfants et à m'éduquer moi-même. Super. Voilà, merci. Voilà, du brin à la graine, une œuvre forcément à lire. Voilà. Pour un jeune qui veut rentrer dans l'entrepreneuriat et réussir, que doit-il faire? Ça sera le mot de la fin. Oui, s'il veut réussir, il faut d'abord qu'il ait une bonne vision. Vous savez, lorsqu'on veut créer, il ne faut pas faire du simple mimétisme. Alors, ce n'est pas parce que l'autre a fait que moi aussi je vais le faire. Il faut que je me dise que ce que je veux faire là, où est-ce que je vais avec ce que je veux faire. Alors, quand on a de la vision, on cherche les voies et moyens pour arriver. Les voies et moyens pour arriver commencent par quoi? C'est d'abord, il faut se faire violence soi-même. Il faut se dire, quand on crée une entreprise, c'est pour apporter la valeur ajoutée. On crée une entreprise, c'est pour vivre de sa propre création. Par rapport à cela, lorsque nous voulons un jeune créer une entreprise, il faut qu'il essaie de chercher les sources de financement. Lorsque les sources de financement sont mises à sa disposition, il va falloir qu'il sache les utiliser. Il faut que le jeune ne soit pas très rapide, ne soit pas très pressé de devenir un automobiliste, alors que les moyens financiers qu'il a nécessitent quand même de mettre à la disposition de l'entreprise. Il faut aussi la clientèle, il faut fidéliser la clientèle. Ce qui manque aux jeunes entrepreneurs, c'est la clientèle, et qui passe vraiment par l'accueil. Bon, cette idée de dire que si tu n'achètes pas, un autre viendra acheter, ça c'est dépassé. C'est déplorable lorsque vous allez voir dans certaines structures où les clients arrivent et les vendeurs ne s'y prêtent pas. En dehors de ça, comme j'ai dit, en tout temps, le jeune, il doit compter non seulement sur lui-même, il faut aussi compter sur les autres. Il faut que les jeunes soient à l'écoute de toutes les informations au niveau national. Moi, j'invite les jeunes à suivre la chaîne mère, la télévision nationale. Les jeunes qui sont avec nous... Oui, non pas sur la télévision nationale. C'est grave que quand vous arrivez à la maison, dans les domiciles, à 20h, c'est Novelas. C'est un peu de... Lorsque vous voulez... Disez, mais moi, je vais écouter le journal, vous constatez que les gens ont comme l'impression de vous dire de sortir alors que vous êtes le parent à la maison. Alors, la dernière fois, pour le concours de recrutement qui a été organisé par le ministère de la fonction publique, certains jeunes ont eu vraiment chaud lorsque les questions sur l'éducation civique. Tout à fait. J'ai vu une jeune qui me dit, moi j'ai fait, mais c'est au niveau de l'éducation physique que là-bas que je n'ai pas bien fait. J'ai dit, mais c'est là-bas que vous serez départagé. Justement. Voilà, c'est ça. Donc les jeunes doivent suivre l'actualité nationale. Ils doivent suivre. Le chef de l'État, le Premier ministre parle. Vous ne l'écoutez pas. Vous voulez écouter Macron? Vous êtes français ou bien vous êtes américain? Voilà. C'est en écoutant les hommes politiques, les premiers responsables de ce pays, que nous pouvons tracer nos chemins. Très bien. Donc tout ce qui se passe, les exemples que le ministère à la base fait diffuser chaque fois, de la réussite de la jeunesse. Mais si les jeunes ne regardent pas ça, comment ils vont vouloir réussir? Voilà la situation. Très bien. Merci beaucoup. Monsieur Adoye Soravana, je le rappelle, vous êtes expert fiscaliste, gérant du cabinet E2A Consulting et ancien commissaire des impôts. En tout cas, merci d'être là. Monsieur le ministre, vous l'avez su, c'est un monsieur que vous connaissez très bien. Très bien. Oui. Très bien et que vraiment je le félicite. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Très bien. Il a dit beaucoup de choses. Et nos jeunes, j'espère que ceux qui sont là aujourd'hui doivent marquer cette journée comme une journée spéciale. Très bien. Parce qu'il nous a réveillés, il vous a doigté des choses et vous avez encore le temps de vous ressaisir et de prendre le bon chemin. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Voilà, juste une petite transition. Monsieur Adoye, vous restez avec nous. Juste une petite transition et on va parler artisanat avec monsieur le ministre. On revient.
Retour sur le plateau, toujours avec nos invités. Et Monsieur le ministre est là, Monsieur Kokweke Odin, ministre délégué, chargé de l'enseignement technique et de l'artisanat. Monsieur le ministre, oui. Comment se porte déjà la formation professionnelle au Togo? La formation professionnelle se porte très bien. Et nous espérons que ça se portera encore mieux dans quelques années. Très bien. Et quelles sont les réformes introduites dans ce secteur, justement? Le secteur de la formation technique et professionnelle, c'est un ancien secteur. Notre pays est pionnier dans la sous-région ici. La preuve, c'est que cette année, le lycée d'enseignement technique professionnel de Sokone va fêter son centenaire. Ah. Donc, pour dire que le Togo a pris le chemin de la formation professionnelle, ça a duré. Sauf que nous avons traîné un peu. Ouais. Nous, c'est la population. Le gouvernement a mis en place les centres. Ça a fonctionné. Certains y ont cru, d'autres n'ont pas cru. Même aujourd'hui, d'autres n'y croient pas. Et cela fait que nous n'avons pas bénéficié suffisamment de cet outil que l'État a mis à la disposition de la population. Ouais. Il est vrai qu'au fil des ans, le financement aussi a baissé. Les partenaires, au début, ont beaucoup soutenu le secteur. Et à un moment donné, pour certaines raisons, on choisit d'autres secteurs. Et là aussi, je peux dire que nous avons manqué un peu aussi de mettre en place certaines structures, certains programmes pour nous adapter. Il y a eu un problème d'adaptation, comme venait de le dire le commissaire. Vous savez, l'enseignement technique, la fonction professionnelle, ça évolue en permanence. C'est un secteur qui évolue, qui est dynamique, très dynamique. Et donc, aujourd'hui, nous avons des centres qui forment. Et nous sommes aussi critiqués. On parle d'inadéquation emploi-formation. En réalité, le programme n'est pas trop mauvais, mais c'est la mise en œuvre des programmes. Il manque une partie de ces programmes-là. La partie qui manque, c'est le contact de l'élève ou de l'apprenant avec le monde professionnel. Sinon, les cours qui sont dispensés ne sont pas mauvais. Très bien. Mais dès que vous formez quelqu'un à utiliser une roue qui n'a jamais vu, ou je dirais un coucou qui n'a jamais tenu, dès qu'il prend, il n'est pas au point. Très bien. Donc, nous, ce que nous avons relevé, c'est de faire en sorte que le contact de nos élèves avec le monde professionnel, quelle que soit la série, soit renforcé. Très bien. Et donc, normalement, une bonne formation professionnelle, c'est une formation en alternance. On est à l'école et on est dans l'entreprise. Voilà. Là, vous sortez, vous avez la pratique en main. L'exemple des artisans. Aucun apprenti n'a son CFA et puis a peur d'aller au chantier. Mais aujourd'hui, nos élèves, beaucoup ont le diplôme, mais dès que vous leur demandez de venir au chantier, d'aller seuls, les gens ont peur. Parce qu'ils ne sont pas habitués à faire pendant qu'on les forme. Donc, c'est ce sur quoi nous travaillons actuellement, mettre en place un dispositif de formation en alternance. Et également, nous avons formé des gens qui ne s'insèrent pas facilement. On venait de nous parler des dispositions qui sont prises par l'État. Les gens ne croient pas en eux-mêmes. Même quand bien même ils sont prêts pour s'installer, ils ont peur d'aller s'installer. Et donc, il y a beaucoup de programmes qui accompagnent les jeunes, mais nous pensons au niveau du ministère mettre en place un programme, une stratégie d'insertion professionnelle. Très bien. Pour accompagner au mieux ceux qui sortent de jeunes. Aujourd'hui, il est question beaucoup plus des IFAD, et CFMI. On en parle, monsieur le ministre? Bien sûr. Et ces institutions, justement, apportent quoi de nouveau à la jeunesse?
Vous savez, il avait dit ça à mes collaborateurs quand j'étais nommé. Et quand vous avez la roue et vous n'arrivez pas à bien sacrer, vous prenez quand vous avez le coucou qui ne peut pas sacrer, vous prenez la roue pour sacrer. Quand nous avons dans nos lycées, nous savons qu'il manque un peu de niveau scientifique, le chef de l'État a créé les lycées scientifiques. Quand on a constaté que dans l'enseignement technique, il manquait quelque chose qu'il faut apporter, on a créé les instituts de formation en alternance pour le développement, qui fonctionnent autrement, comme ce que je viens de dire. Oui. Quand vous êtes dans une IFAD, c'est que vous faites et la pratique et la théorie. Donc, on appelle ça école-entreprise. Donc, vous pratiquez pour un temps dans les salles de classe, technologie, tout ça, mais vous avez en même temps la pratique. Par exemple, si vous allez à Lavagnon, de l'Alevin jusqu'au marché de Lavagnon, les étudiants sont là. Ça veut dire que comment l'Alevin est, comment on le met, comment on va l'élever, jusqu'à la conservation et à la transformation, au fumage ou à la conservation au frais, à la vente. Les élèves sont sur la chaîne. Donc, ils ont une entreprise dont l'employé, c'est l'élève. Et ça, la vraie formation. Donc, le chef de l'État a créé les IFAD, ce programme des IFAD, pour régler le problème d'inadéquation emploi-formation et offrir pour le Togo des spécialistes adaptés. Bon, le CFMI, c'est le Centre de formation métier de l'industrie. Donc, c'est un centre qui est aussi créé, mis en place pour régler un certain nombre de problèmes. Comment les industriels, les opérateurs économiques du côté industriel ne trouvaient pas les résultats, ne trouvaient pas les employés bien formés comme ils voudraient. Et ils ont sollicité mettre en place une structure qui va former spécialement leurs cadres. Dans d'autres pays, vous allez voir que les usines ont leur école interne. Et on forme uniquement les spécialistes de cette usine-là, de ces entreprises. Donc, le CFMI a été mis en place pour former les professionnels d'industrie, qui est encore situé dans la zone industrielle de Lomé. Mais, arrivé à un moment, nous avons constaté que l'effectif qui sort dépasse ces entreprises-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a d'autres qui sont formés, mais qui ne sont pas employés automatiquement par les entreprises demandeurs. Et donc, doivent aller chercher leur emploi ailleurs. Nous sommes en train de réfléchir pour voir. Parce que les gens ne veulent pas créer. Si vous ne créez pas et vous multipliez, les entreprises, si c'est 100 personnes que je peux utiliser, je ne peux pas aller à 200. Il faut de l'argent pour gérer. Et donc, nous encourageons que les jeunes puissent créer des entreprises. Tout à l'heure, vous avez posé la question, est-ce que les 30% sont respectés? C'est plus que respecté, mais les jeunes n'arrivent pas à prendre les 30%. Aujourd'hui, les 30% sont là, mais les jeunes n'arrivent pas. Donc, il y a du travail, mais les gens ne vont pas là-bas, mais vont ailleurs. Et donc, c'est la formation à la création d'entreprises, à aimer le risque, à se faire violence, à avoir une vision. Nous avons du boulot aussi là. Nous avons du boulot parce que tout le monde veut aller être employé. Tout le monde veut être employé. Moi, j'ai testé des jeunes qui sont autour de moi. Ils n'ont pas accepté. J'ai dit, je mets l'argent, je mets l'entreprise, tu vas gérer. Ils n'ont pas allé, ils ne sont pas allés. Et surtout, lorsque vous parlez de l'agriculture ou de l'agro-industrie, personne ne veut aller. Mais qu'est-ce que nous avons le plus au Togo? C'est la terre. Moi, j'ai dit, si j'avais su, moi, je suis fils de paysan, je devais être un ingénieur agronome. Parce que ce que j'avais le plus, c'est la terre, et c'est gratuit. Moi, je me lève aujourd'hui, je peux trouver 100 hectares, sans acheter. Mais je suis allé, je suis ingénieur électromécanicien, automaticien. Dans mon village, il n'y a pas un poteau. C'est maintenant que j'ai des poteaux électriques. Vous voyez, donc des fois, nous allons là où c'est compliqué pour nous. L'essentiel n'est pas de fréquenter,
Mais c'est de savoir, après le diplôme, je serai où? Qu'est-ce que je peux faire? Très bien. Et donc, que les jeunes croient en eux-mêmes et qu'ils puissent saisir les vraies opportunités qui sont à côté. Très à côté. On n'a pas besoin, si vous regardez la vie du Chinois ou des autres nations, vous verrez que les gens ne vont pas forcément au doctorat avant de devenir riches. Si vous prenez Dangote à côté, il a quel diplôme avant de devenir ce qu'il est? Donc, il y a beaucoup d'exemples. Donc, j'encourage les jeunes à bien réfléchir, à choisir ce qu'ils aiment et à agir. Merci. C'est au fruit de l'effort qu'on arrive toujours. Donc, les CFMI sont venus apporter un soutien, et de même que les IFAD. Mais cela ne veut pas nous laisser les autres centres tomber, parce que ces centres-là ne peuvent pas contenir la demande. Aujourd'hui, il y a la demande. Très bien. Il est vrai que nous disions que beaucoup ne veulent pas aller, mais aujourd'hui, il y a la demande. Nos centres n'arrivent pas à consommer tout ce qui vient à la rentrée. Donc, et nous saluons l'effort des privés qui accompagnent le gouvernement. Aujourd'hui, nous formons les 2/3 des techniciens et techniciens sont formés dans le privé. Et nous les encourageons à nous accompagner. Le commissaire vient de parler aussi de l'accompagnement aux jeunes entrepreneurs. Très souvent, l'entreprise humaine, parce qu'on ne sait pas faire la comptabilité. Oui. Parce qu'on n'arrive pas à tirer les entrées, les sorties et à gérer comme cela se doit. Aucun entrepreneur ne peut exister s'il n'a pas une bonne comptabilité. Et le fiscaliste, je le remercie d'avoir mis cette disposition à notre place pour accompagner la jeunesse. Parce que vous ne pouvez pas vivre dans un pays sans la fiscalité. Et notre ressource principale, c'est la fiscalité. Je voulais témoigner pour dire que avant la création de l'OTR, notre budget était très faible. On n'avait pas 1000 milliards. Le budget passé, nous sommes à 1700 milliards. Et je suis sûr que l'OTR apporte près de la moitié. Et donc ça, c'est pour mettre à la disposition du peuple togolais. Merci à vous pour le travail. Et merci également pour votre cabinet. J'espère que la jeunesse va pouvoir utiliser cela. Quel que soit là où vous êtes, si vous voulez être entrepreneur, vous avez besoin de ce qu'il a dit. Merci beaucoup. Et on revient au secteur artisanal, monsieur le ministre. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour ce secteur aujourd'hui? Nous saluons les efforts du gouvernement. Le gouvernement togolais, très tôt, s'est lancé dans l'organisation du secteur artisanal. Il y avait eu la loi de création des chambres de métiers qui a été promulguée en 1998. Et c'est en 2002 que les premières chambres régionales de métiers ont été installées au Togo. Moi, je faisais partie des présidents régionaux. J'ai été président régional des chambres de métiers des Plateaux en 2002. Donc, en ce moment-là, c'est le Sénégal, le Niger, seuls qui avaient des chambres de métiers. Le Togo était en 3e position en matière d'implantation des chambres régionales de métiers. Et dire que le Togo sait et s'appuie sur l'artisanat. Ailleurs, c'est de l'artisanat qu'on va à l'industrialisation. Donc, nous avons sauté un peu, mais nous sommes en train de rattraper. Et beaucoup d'efforts sont faits. Donc, ces chambres sont mises en place, sont accompagnées par l'État. Les subventions de l'État sont là. Nous avons un fonds aussi pour former les patrons. Il y a eu aussi des fonds au niveau du FAEJ, dont les artisans bénéficient. Il y a aussi une décision du chef de l'État qui accorde 20% du marché public aux artisans. Et pour les jeunes artisans, les 30% sont aussi garantis. Et donc tout cela est là, mais malheureusement, comme je venais de le dire, notre niveau entrepreneurial ne nous permet pas de consommer ce que l'autorité a laissé à notre disposition. Donc nous travaillons là-dessus. L'État a mis en place beaucoup de choses et actuellement, c'est pourquoi nous luttons, c'est faire en sorte que nous puissions aussi avoir un programme pour accompagner les artisans. Il y a déjà des projets, mais faire carrément un grand programme
où on accompagne les artisans, voir l'équipement pour s'installer. Mais après l'installation, il y a aussi le problème de marché. Si vous produisez, vous ne trouvez pas où vendre, vous serez toujours pauvre. Vous serez poursuivi par les banques ou bien les microfinances. Donc, au niveau de l'artisanat, ce qui est important aujourd'hui, c'est de trouver des marchés pour ces artisans, c'est de les accompagner à développer des circuits de commercialisation internes ici et, s'il le faut, sur le plan international. Voilà. Et parlant justement de marché, il y a la deuxième édition du marché international de l'artisanat du Togo, Miato, qui va s'ouvrir dans quelques jours, on va dire, Monsieur le ministre. Comment vont les préparatifs et c'est quoi la finalité de cette initiative du gouvernement? Les préparatifs vont très bon train. Le marché international de l'artisanat du Togo, Miato. 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 Très bien. C'est pour nous. C'est pas Miato. C'est pas Miato. Non, Miato. Ça a une histoire. En 2003, quand la foire de Lomé, Togo 2000, devait se relancer, c'est les artisans qui étaient à la pointe. Parce que les chambres avaient été créées en 2002, installées en 2002. Donc là, à chaque fois, on avait un pavillon. Lorsqu'il y a cette foire de Lomé, internationale de Lomé, et les artisans étaient motivés, venaient. Mais ils ont vu que c'est bien, ils ont appris, c'est bien d'avoir des foires pour pouvoir vendre. Mais attendre 2 ans était un peu pénible pour eux, parce qu'ils voient que c'est là où ils font plus de recettes. Et ils ont fait une demande à son Excellence, Madame le Premier ministre. Moi, je n'étais pas ministre en ce moment. Et en 2019, Madame a initié cette foire ensemble avec les artisans. Et c'était la première édition en 2019. Logiquement, nous devions organiser, c'est biennal. Nous devions organiser ça en octobre-novembre 2020. Mais comme Covid est passé par là, nous avons dû repousser. Et c'est ça qui fait que elle aura plutôt lieu du 23 mars, ce mois-là, dans une semaine. Elle démarre pour se terminer le 3 avril. Maintenant, les raisons, c'est permettre aux artisans de vendre leurs produits. D'abord, ça crée la motivation et l'émulation, puisque c'est une rencontre internationale. Tous les pays du monde entier peuvent venir, sont invités, mais principalement de l'UEMOA et de la CEDEAO viennent. Et chacun aussi avait sa technique, ses produits. Et c'est un marché qui traite seulement, ou qui accueille seulement les produits de l'artisanat. On ne prend pas l'industriel ou autre, c'est artisanal. Et donc, c'est pourquoi les artisans donnent le nom Miato. C'est-à-dire, c'est créé pour les artisans, par les artisans, pour les artisans. Donc, elle a pour objet de permettre aux artisans de partager d'expériences, d'échanger, et également de découvrir ce que font les autres et proposer aussi ce que nous on a. Et au finish, améliorer les conditions de vie de nos artisans, c'est-à-dire leur permettre de renforcer leurs entrées, leurs recettes. L'autre fois, on m'a posé la question, comme il y a Covid, est-ce que c'est nécessaire d'organiser cette fois? Il a dit oui, c'est parce qu'il y a Covid même que nous l'organisons, pour pouvoir vendre. Parce que les gens avaient voulu vendre il y a 1 an, ils n'ont pas pu vendre. Donc, le marché, c'est une occasion de gagner l'argent. Très bien. De faire des recettes. Ne pas le faire, c'est punir les acteurs, les artisans de ce pays-là. C'est comme le vendeur du grand marché de Lomé. Si vous allez là-bas dire à Nana Ben de ne pas aller au marché pendant 1 semaine, je pense qu'il va vous chasser. Donc les artisans aussi souhaiteraient qu'à chaque fois, il y ait des occasions pour pouvoir proposer leurs produits et vendre. Et puis ça permettra au peuple togolais de consommer le produit. Parce que les artisans produisent, mais beaucoup ne savent pas de quoi ils sont capables, qu'est-ce qu'ils ont.
Parce qu'on a cette habitude-là où les produits sont cachés dans les ateliers. On ne sait même pas qu'au Togo, il y a ceci. C'est à la foire que le Togolais même découvre les potentialités du Togo. Donc, voilà les objectifs pour lesquels la foire est initiée et continue d'être organisée. En tout cas, bon marché, on va dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Peut-être le mot de la fin. Oui, pour un mot de fin, je voudrais d'abord saluer cette opportunité que vous m'avez donnée. Moi aussi, je vous suis souvent à la télé. Merci beaucoup. Mais c'est la première fois que je suis venu à l'émission. Super, merci beaucoup. Saluer la grande maison de TVT. Tout à l'heure, nous le disions, et vous féliciter. Parce que la maison est totalement métamorphosée. Oui. Nous saluons l'effort là. Et également saluer tous les Togolais et leur demander de serrer les coudes. Nous sommes capables. Le Togo est capable d'avancer. Les efforts faits par le chef de l'État depuis qu'il est là, nous voyons les fruits. Mais vous ne pouvez pas planter aujourd'hui et en même temps cueillir aujourd'hui. C'est progressif. Oui. Et nous restons confiants. Je profite également pour inviter tout le peuple togolais, surtout les jeunes, à venir à la foire. À la foire, on apprend. Nous saisissons cette opportunité pour témoigner notre reconnaissance au chef de l'État et Madame le Premier ministre, qui nous ont autorisés, sinon on pouvait nous dire attendez encore un peu, qui nous ont autorisés et pour l'attention qu'ils accordent à ce secteur, pour le soutien qu'ils nous apportent dans l'organisation. Merci beaucoup. Monsieur Kokou Odin, ministre délégué chargé de l'enseignement technique et de l'artisanat. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci aussi à M. Adoyi Essor Havana qui est resté avec nous sur ce plateau. Maintenant, on va basculer sur le second plateau pour suivre le live que nous offre Eric MC qui est parmi nous, que nous allons accueillir dans un instant. Voilà, merci beaucoup. À présent, on va basculer sur le second plateau pour suivre le live avec le pionnier de la musique hip-hop au Togo, Eric MC. Bonsoir Eric MC. La télé ce soir au jeu. Come on, y'all. Yeah. 1, 2, 3, here we go. Open your way, you brave one. Open your way, can you gank yellow? Open your way, you vote. Open your way, you brave one. Open your way, can you gank yellow? Open your way, you vote. Soufflez la
la siwa. Ali me souffle la siwa. Na bobo reji. Ali me souffle la siwa. Na bobo reji. Wenna me wanu von yata me zulu blanito. Wenna me wanu von yata me zulu blanito. Me meragbe yenya chansi gbe. Mano moto makko yelolo. Mola didi si mele mano. Waya mano hape me gwelo. Waya loho. Atavi fike hoga leima no hakona ole publikete aone oya la po atavi ne utrome gwetome ne oyi hobi wame la kwatavi le mumbana segese milela hey sorari rula o sogofu hallelujah ebya katamele rigero o sokoko viare dareji. Menya,